Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est mardi et qui dit mardi dit Panenka, votre podcast 100% Ligue 1. On est de retour cette semaine, on n'avait pas fait d'émission la semaine dernière, on s'en excuse mais on était tout simplement en semaine de partiel. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on est de retour. Avec moi pour en discuter aujourd'hui un petit peu de notre week-end foot, Alexis Andouard. Comment tu te sens, Alexis ? Bah écoute, ça va très bien, Mathieu. Je suis content de reprendre mon siège là pour cette émission de la Panenka. Ça fait plaisir d'être de retour. T'es pas tout seul en plus aujourd'hui, j'ai également l'honneur d'avoir avec moi Camille Tarlet. Comment ça va, Camille, aujourd'hui ? Salut Mathieu, ça va très bien et toi ? Eh ben ça va, impeccable. Alors les gars, je vous fais le sommaire rapidement de ce dont on va parler un petit peu aujourd'hui. On aura une première partie dans laquelle on va débriefer du week-end un petit peu, les matchs, voir comment le classement évolue. Et on rappelle que dans 2 journées, ce sera la trêve avec Noël et les fêtes. On aura une deuxième partie, où on fera le bilan de la mi-saison. C'est un petit peu la nouveauté dans cette édition-là. Spéciale, c'est une Panenka en fait spéciale mi-saison. On va chacun décider de qui est le meilleur joueur pour nous, le flop aussi de la mi-saison. On dira aussi qui est selon nous le meilleur club, le meilleur entraîneur. Voilà, on aura pas mal de rubriques différentes. Et puis on clôturera avec une petite partie mercato. On parlera des rumeurs déjà à l'approche de l'ouverture du mercato hivernal. Et on fera aussi nos prévisions pour la deuxième partie de championnat. Quelle équipe tiendra, quelle équipe va s'accrocher et réussira à se qualifier en Europe, quelle équipe va malheureusement descendre en Ligue 2. Allez, c'est parti. Première partie, et on va parler du coup des matchs un petit peu de ce week-end. Et je propose qu'on ouvre avec le Paris Saint-Germain qui joue demain sa qualification pour les 8e de Ligue des Champions, qui se déplacera à Dortmund et qui ce week-end recevait le FC Nantes. Et ça n'a pas été facile. Ouais, non, ça n'a pas été facile ce week-end. Ouais, samedi à 21h au Parc des Princes, on avait la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. C'était un peu un match test pour le Paris Saint-Germain parce que quand on voit qu'ils jouent leur qualification, comme tu l'as dit, demain face au Borussia Dortmund, fallait mettre toutes les cartes de son côté. Ça a été un match plutôt serré, je trouve, sur le terrain, avec une bonne possession des Parisiens, 66%, mais ça a quand même resté compliqué parce qu'ils n'ont pas réussi à vraiment concrétiser leurs occasions et à bien avancer. Et le FC Nantes qui a repris un peu confiance aussi en lui. Je suis d'accord avec toi, parce que le FC Nantes a été très solide. Même à la mi-temps, il perdait 1-0, mais Florent Mollet le disait... Ils n'avaient pas fait beaucoup d'erreurs en fait, finalement, ils avaient bien respecté les consignes du coach et ça n'avait pas été très facile de rentrer dans cette surface pour les Parisiens. Ils se sont remis à Bradley Barcola, l'arrivant du... Tout à fait, c'est Barcola qui arrive de Lyon, c'est ce que tu voulais dire. Ouais, c'est ça. Mais Barcola, l'arrivant du coup de l'Olympique Lyonnais, arrivé cet été, on rappelle, ça avait été un petit peu compliqué, qui a effectivement permis au Paris Saint-Germain d'ouvrir le score juste avant la mi-temps. Et le FC Nantes qui s'en est remis à Mostafa Mohamed qui n'avait pas marqué depuis déjà... plusieurs journées et qu'il a sur corner réussi à tromper la vigilance d'Arnaud Tenas, puisqu'on rappelle que Donnarumma est suspendu après sa faute contre le Havre, donc c'est le gardien espagnol qui était aligné dans les cages. Et puis finalement, c'est l'entrant, Randal Colomani, ancien Nantais, alors ça fait un petit peu mal, qui vient donner la victoire au Paris Saint-Germain en toute fin de match, mais voilà, ça a vraiment pas été simple. C'est dommage qu'il puisse pas montrer un peu sa joie, parce que quand même, c'est pas souvent qu'il marque Colomani, et vu la situation actuelle, il aurait pu fêter ça, malheureusement c'est contre le FC Nantes. Ouais, tu l'as dit, je rebondis juste sur ce que tu as dit, Mathieu. Bradley Barcola, faut pas oublier que c'est son premier but avec le Paris Saint-Germain là, en Ligue 1. Et franchement, je pense que ça lui fait du bien au moral pour lui, parce que, comme tu l'as dit, il y a eu un début compliqué là, au Paris Saint-Germain, puis même quand il a quitté l'Olympique Lyonnais. Et pour Mostafa Mohamed aussi, je pense que là, au niveau du moral, ça doit faire du bien. Il a connu une suspension qui l'a un peu freiné parce qu'il avait fait un très bon début de saison. Ouais, exactement. Et puis très très bon buteur du club. Et là, je pense que ça lui a redonné un peu de confiance aussi de marquer ce but-là, surtout face à une équipe du Paris Saint-Germain qui est en place. Je pense que même malgré la défaite, le FC Nantes repart du stade du Parc des Princes avec des bonnes ambitions pour la suite. Alors, on parle beaucoup d'une défaite encourageante pour le FC Nantes. Je trouve quand même que le FC Nantes n'a pas montré grand-chose. C'était le deuxième match de Gourvenec et j'ai quand même trouvé un FC Nantes très très défensif. Mais c'était les consignes. C'était les consignes, mais si le FC Nantes est amené à jouer comme ça pour les prochains matchs... Gourvenec n'a jamais été un coach qui va plus vers l'avant. Ouais, moi je te trouve un peu dur avec le FC Nantes, parce que moi je trouve vraiment que c'est une défaite encourageante, parce que même avec, par exemple, quand il y avait le système mis en place par Pierre Aristouille, c'était même relativement compliqué, que ce soit en attaque ou en défense. Là avec Gourvenec, je trouve que ça se passe plutôt bien, et l'aspect défensif, il est vraiment respecté. De toute façon, Gourvenec vient d'arriver, donc il faut lui laisser un petit temps d'acclimatation. Ouais, c'est clair. Là où j'ai pas compris, c'est peut-être pour la compo, parce que pourquoi il a pas titularisé Dembélé, sachant qu'il
que Dembélé est suspendu à pour mon la Ligue des Champions, parce qu'il a pris 2 cartons jaunes. il a le match accumulation de dessus. cartons jaunes. Et là, il a mis Barcola sur l'aile gauche et Kanguini sur l'aile droite. C'était aussi, je pense, un match où il laissait du temps de jeu à tout simplement ses joueurs. On a vu qu'il y avait aussi Carlos Soler qui était titulaire. Donc, pour moi, c'était aussi un match du temps de jeu. Et je voulais juste te couper aussi une dernière fois. C'est surtout Moussa Sissoko, moi je trouve qu'il s'est pas mal révélé là, sur ce match-là, qui a fait beaucoup de retours défensifs et qui a été impactant aussi sur le jeu qui a été mis en place par Jocelyn Gourvenec. En l'absence du capitaine Pedro Chirivella, c'était compliqué pour lui pas là. plusieurs mois en plus. Donc voilà, c'est vrai Sissoko qui a pas mal été sifflé par les supporters nantais et qui là depuis quelques journées fait des plutôt bonnes prestations, donc important de le souligner. On va passer les gars à Montpellier-Lens. Lens qui est aussi la deuxième équipe française en Ligue des Champions et qui peut toujours jouer sa qualification, alors pas en 8ème de Ligue des Champions mais en Europa League, et donc qui avait à cœur de bien préparer, on va dire, ce rendez-vous. Lens qui joue ce soir ou demain, je me souviens plus. Il joue ce soir à 18h45 contre le FC Séville. Ouais, ils ont pas montré grand chose ce week-end contre Montpellier. Liwayi était de retour contre Montpellier. Il a eu beaucoup d'occasions d'ailleurs de marquer contre son ancien club. Malheureusement, il a pas concrétisé. Mais ouais, un peu déçu par la prestation des Lensois ce week-end. Un 0-0, franchement mérité entre guillemets. Tu vois, ils ont pas non plus mérité de remporter ce match. Peu inspiré des Lensois effectivement qui étaient peut-être pas trop dedans. Après, c'était face à le jeu de Der Zakarian, quoi. J'ai envie de dire, c'est toujours un peu piégeux de jouer contre Montpellier. Ouais, c'est ça. Mais eux qui sont en forme en ce moment. Je crois que dans les 5 derniers matchs, si tu comptes que dans les 5 derniers matchs, ils sont 2e de Ligue 1, je crois. Donc les voir un peu en déroute comme ça à Montpellier, ça fait... Ouais. Et Montpellier qui a eu des occasions. Moi, je pense à Cor Adams, je crois, qui a un contre 1 face à Brice Samba. Il y a eu plusieurs occasions pour Montpellier qui auraient même peut-être pu créer la surprise. Qui n'a pas démérité. Qu'est-ce qu'on avait d'autre, les gars, comme match un petit peu important? On a eu Marseille-Lorient. Marseille-Lorient, 4-2, un match qui a été quand même bien mené par les Marseillais pendant tout le long. Après, on sait que Lorient, c'est une équipe qui a beaucoup de mal en ce début de saison. Et Pierre-Emerick Aubameyang qui continue en plus de ça à assurer là avec un très beau doublé. Non, une équipe de Marseille qui fait plaisir Aubameyang en ce moment, c'est... ça fait plaisir, franchement, parce que même toute l'équipe, je trouve. Ouais, mais c'est important, je trouve, pour Lyon, pour Marseille, pardon. Marseille qui est une équipe qui réalise pas le début de saison qu'on aimerait. Je pense que les joueurs de Marseille, il y a beaucoup de frustration pour le coach aussi Gattuso. Donc là, s'ils peuvent enchaîner les bons matchs, moi je pense à Jonathan Klaus qui a pris un carton rouge. Mérité ou pas le carton rouge pour vous? Discutable encore une fois, je pense. Mais après, c'est à toutes les pananicales. En vrai, de toute façon. Ce carton rouge là, pour moi, il est indiscutable. Je vous dis, le pied est levé. Pour moi, il n'y a pas de débat. Mais c'est bête en vrai. Dommage que Lorient n'en profite pas parce que Lorient, à ce moment-là, était déjà revenu à 4-2 et a eu un quart d'heure pour à 11 contre 10 et aurait pu peut-être à ce moment-là au moins essayer de réduire le score, mais ils se sont heurtés à un très bon Paul Lopez, je pense aussi à plusieurs occasions là où le portier marseillais était imparable. Je disais Aubameyang, ça fait plaisir pour lui, ça disait beaucoup qu'il était venu en EHPAD à Marseille, des trucs comme ça. Là c'est 2 buts par match depuis quelques matchs, donc et puis pas des petits buts, quoi. C'est sûr que voilà, parce que là les gars, on va passer sur Lyon-Toulouse. Alors je veux quand même saluer la prestation des Lyonnais qui s'imposent face à Toulouse 3-0, des Lyonnais qui c'est pas souvent qu'on voit des victoires de Lyon cette saison, toujours dernier au championnat. On rappelle la situation très compliquée des Lyonnais, mais qui là au Groupama Stadium se sont imposés 3-0 face à des Toulousains. Alors des Toulousains vraiment aussi en perte de vitesse complètement cette saison, qui n'y arrivent pas. Donc c'était un petit peu un match de la peur, et puis des Lyonnais qui s'imposent 3-0 chez eux, 3 buts de Lacazette. Alors 3 buts, les 3 même, c'est fou. 3 buts, c'est vrai que c'est 3 buts où il est en opportuniste, quoi. Un peu. Mais en renard des surfaces. 3 buts en renard des surfaces. Il est bien placé. 3 fois où il est au bon endroit, au bon moment, et puis il réussit du coup à tromper Guillaume Rest. Puis ce qui est bien aussi, c'est dans ce match, c'est que ça a été bon à tous les niveaux. Il n'y a pas eu de grosses carences côté lyonnais. Cacré a fait un match plutôt complet. Anthony Lopez aussi, qui est beaucoup décrié à juste titre aussi en ce moment. Il a sauvé le penalty, il a largement fêté ça avec les supporters. Lopez qui sauve le penalty, qui provoque lui-même après, donc il s'est fait un petit peu justesse, mais justice complètement. C'est vrai, la grosse faute quand même pour moi de Anthony Lopez. Et c'est juste avant la mi-temps, donc si les Toulousains avaient à ce moment-là réduit le score, peut-être que le match n'aurait pas été le même. Mais dans tous les cas, belle victoire de Lyon qui n'est plus qu'à 3 points
de la 17e place. Non, mais c'était encourageant cette victoire. Et victoire clairement. donc encourageante. Là où la victoire contre Rennes était très peu encourageante parce qu'ils avaient joué à 11 contre 10 tout pendant à fait, 85 ça a été minutes. très poussif. Là, 3-0 contre On a Toulouse. sorti des Lyonnais un peu plus libérés. Mais c'est dommage pour Toulouse parce que quand même, je trouve qu'ils font quand même une belle prestation, une assez bonne prestation européenne dans l'ensemble. C'est ça, ouais. Et en Ligue 1, ils ont beaucoup de mal. Les gars, ils patinent beaucoup. Donc, Et je trouve ben, ça- c'est un petit peu à l'image, je trouve, de Nantes l'année dernière qui avait réussi à se qualifier en Europa League mais qui n'arrivait pas à concilier les deux. Ah ouais. Et c'est tout l'importance quand on sait qu'on va jouer l'Europe sur une saison d'avoir un effectif à la hauteur. Peut-être que Toulouse, il y a à certains postes des carences, mais on aura l'occasion d'y revenir. Moi, je voulais juste qu'on parle aussi d'un autre match, les gars, c'est Rennes-Monaco. Qu'est-ce que vous avez pensé de Rennes-Monaco, les gars? Ouais, Rennes qui perdent chez eux au Horizon Park 2-1. Ça commence à être compliqué pour les Rennais. C'est ouais, en plus on était encouragé par l'arrivée de Julien Stéphan, ça gagnait un petit peu. Là, en plus les buts qu'ils prennent, c'est ridicule. Vous avez vu le but de Youssouf Fofana? Ouais, le but de Ça, Youssouf Fofana, c'est vraiment il arrive, il marque tout seul, enfin, il est pas gêné. Personne ne On l'attaque. parle beaucoup de la défense en plus de Rennes depuis le début de saison. Voir ce genre d'image à la mi-saison, quand tu as du temps de régler ta cohésion défensive, c'est un peu compliqué quand même. Rennes qui va sûrement essayer d'ailleurs d'aller chercher un défenseur au mercato hivernal, Ah un ouais. défenseur central, parce que la défense centrale de D'expérience, parce Rennes, que c'est que des jeunes. Hein. ouais, c'est ça, la Ouais. défense centrale de Rennes c'est compliqué quoi, entre Omari, Théâtre, Belocian, c'est que Théa des jeunes. Belocian, et c'est puis, que des jeunes et on voit qu'il y a quand même du mal, mais le secteur offensif est pas vraiment mieux à Rennes. Il y a quand même beaucoup Ouais, de ils ont monde. galéré. Hein. Il y a beaucoup de monde et on a l'impression que personne ne réussit vraiment à s'y retrouver. Sachant que Alors, Vanderson prend un carton rouge à la Ouais. 75e et dans les minutes qu'on suivit, on n'a pas forcément senti un Rennes non plus dominateur non, largement et puis ils s'en remettent à un penalty. Donc ils marquent sur un penalty. penalty à la 89e de Bourigeaud, donc effectivement c'est vrai que c'était un match compliqué pour les Rennais et les Rennais qui sont que à 3 points je crois du barragiste. Ouais, c'est ça. Donc il y a une vraie réaction attendue pour J'en eux. parlerai dans une autre chronique C'est un vrai. peu plus On tard. en parlera, tu gardes ça pour nous. Ok. Ouais, au four. Justement les gars, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie, bilan mi-saison. Alors cette Panenka, on l'a dit, édition spéciale où on fait un petit peu, on passe en revue tout ce qui s'est passé dans cette première partie de championnat. Le bilan. On sait qu'il reste 2 journées, mais nous on voulait faire ça aujourd'hui, on s'est dit que ça pourrait être sympa. Alors on va commencer du coup, chacun va nous donner son top joueur à la mi-saison, le joueur qui vraiment l'a impressionné, qui l'a illuminé même dans cette première partie de championnat. Je vais laisser Alexis commencer, puis tu peux nous expliquer un petit peu qui est ton top player. Alors moi, mon top player pour ce début de saison, c'est un joueur monégasque. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose comme ça, là, si vous avez une petite idée en tête. Moi je pense à un joueur japonais. Ouais, c'est une bonne piste. C'est Minamino. Ouais, c'est Minamino. Alors du coup, on va rester sur le club du Rocher là avec l'attaquant Takumi Minamino. Alors moi, personnellement, il m'impressionne déjà tout d'abord par sa vitesse, sa vision de jeu et aussi par ses efforts sur le terrain. Parce que quand on regarde depuis le début de la saison, il est posté en attaque, mais il multiplie les retours défensifs. Et je trouve qu'il a un vrai impact sur le jeu. Il donne énormément d'intensité lors des matchs. Et puis ça le récompense, puisqu'il a été présent dans plusieurs équipes types là, depuis le début de la saison, notamment la 14e journée. Au total, c'est 5 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison en Ligue 1. Je trouve que c'est un bonnes très stats. très bonne C'est stat très pour bien le pour lui qui était un peu en manque de temps de jeu à Liverpool. Là, à Monaco, c'était un super challenge pour lui. Et puis, Ouais, mais il est arrivé à Monaco d'un autre côté l'année dernière et il s'est pas du tout imposé directement. ouais, Il était même un petit peu décrié comme un flop à son arrivée à Monaco. Et c'est vraiment cette saison, moi je trouve, où il prend du niveau. C'était on se marque. Ouais. Ouais. Il jouait avant Liverpool, il n'était pas à Salzbourg. Il avait pas fait- je crois qu'il a fait Salzbourg avec Haaland l'année où les deux se sont révélés. Et effectivement, Klopp avait choisi de le signer, Minamino. Mais voilà, là, son arrivée à Monaco sur le Rocher l'année dernière l'avait plutôt mis dans des bonnes Ouais, c'est dispositions. ça, à la Salzbourg. saison. C'est ça. C'était Salzbourg. Ouais, c'est Ok, Minamino. Camille, qui Alors- est ton top player toi cette saison? C'est pas une grande surprise, mais on n'en parle pas souvent assez dans cette Panenka. Je trouve aussi. J'ai mis Kylian Mbappé. 15 réalisations en Ligue 1. Il a le petit patch Striker One, là, Ouais. de meilleur buteur. Ok. Il a, je crois, 10 longueurs d'avance. Non, 8 longueurs d'avance, je crois, sur Accor Adams au niveau du classement Ouais, des c'est meilleurs un peu buteurs. incomparable, quoi. Il a beaucoup sauvé le PSG, je trouve, cette saison, dans des matchs où il galérait beaucoup. Je pense contre le Havre, quand ils prennent un carton rouge. Là, Kylian Mbappé les sort un peu de la misère avec une contre-attaque. Et puis voilà. Bon, Kylian Mbappé, c'est pas non plus très original,
Mais faut souligner les perfs quand C'est même. pas très original, mais en même temps, je te rejoins sur qui un d'autre point, c'est que on a souvent tendance à essayer de choisir d'autres joueurs tellement ça. Mbappé est au-dessus, mais peut-être que par moment, il faut aussi saluer les performances c'est sûr. du meilleur joueur de Ligue 1, Kylian Mbappé, qu'on est très content d'avoir gardé dans notre championnat de France cette saison, C'est ça. et qui, c'est vrai, continue de faire des prouesses chaque week-end. Voilà, un Mbappé quand même qui je trouve a beaucoup modifié son style de jeu. Bah ouais, quand au il cours était plus des jeune, on le voyait dernières beaucoup journées. partir en profondeur. Maintenant, c'est un peu plus différent. Il attend vraiment le ballon, je trouve, maintenant. Bah là, déjà, il joue en 9 là maintenant. Ouais. C'est ça. Depuis Bah, quelques c'est ça. matchs là. Donc Neuf. oui, il a changé son style, mais pour autant, il a 15 buts. Donc Voilà. est-ce que. Dans les stats, c'est pas quelque chose il y a rien qui change dans les stats. Après, c'est Mais vrai que ce qui change, c'est qu'avant, on aimait le voir partir en profondeur et mettre 15 mètres au défenseur en 3 secondes. Bon, maintenant, c'est un peu différent, mais il est aussi très efficace en fait dans ses frappes, beaucoup plus efficace ouais, qu'avant. pourquoi pas. C'est Et là où peut-être ça que a c'est changé aussi. Luis Enrique aussi qui lui a demandé de passer dans ce registre-là. Mais dans tous les cas, le français a l'air de s'éclater. Et Mais là où c'est ça plus gêne important. un peu moins, c'est quand il essaie de passer plus en numéro 10 et créer Voilà. des occasions. Je pense, c'est je plus pense en aussi équipe de qu'il faut France. rester à sa place. Je Ouais. pense aussi qu'il faut rester à sa place. Il fait plus en équipe de France, mais j'aime pas trop ce côté-là de Kylian Mbappé, parce que c'est pas trop ce qui lui réussit le plus. Ouais. Quoi. Mais je le vois moins le faire depuis quelques journées. Alors peut-être Ouais. qu'il l'a compris aussi. Ok, Minamino, Mbappé, et ben je crois qu'il reste que moi. Et ben moi les gars, j'ai choisi le gardien de l'OGC Nice, Marcin Bulka. Pour moi, c'est vraiment mon top joueur de la mi-saison parce que c'est tout simplement le meilleur gardien de Ligue 1 depuis le début de cette saison 2023-2024. 10 clean sheets en 15 journées, je crois qu'on n'a pas souvent vu C'est ça. énorme. 6 buts seulement encaissés. Il a un véritable rôle déterminant dans le 11 de Francesco Farioli. Il contribue du coup naturellement au très bon début de saison des Niçois. On rappelle qu'ils sont deuxième à seulement 4 points du Paris Saint-Germain. Le Polonais, donc Marcin Bulka, il est d'ailleurs entré dans le classement la liste le club très serré des gardiens à avoir passé le plus de temps sans encaisser de but dans l'histoire de la Ligue 1. Il a passé 747 minutes sans encaisser de but, ça fait presque 2 mois. Ouais, c'est énorme. Plus de 2 mois même, c'est énorme. Il est élu joueur du mois de septembre en Ligue C'était 1. contre Nantes en plus qu'il a pris un but après. Contre Ouais. Nantes, parce que j'allais y venir. Élu joueur du mois de septembre en Ligue 1. Il n'y a pas beaucoup de gardiens qui reçoivent ce trophée, c'est important de le souligner. C'est la seule équipe d'Europe, Nice, qui n'avait pas été menée au score avant le 2 décembre et une défaite 1-0 face au FC Nantes. Mais voilà, avant le 2 décembre, ça montre vraiment une invincibilité assez impressionnante. C'est vraiment un joueur de grande envergure, avec une grosse vitesse et une bonne mobilité. Il a un bon jeu au pied, il va vite au sol, Marcin Bulka. Il coche un peu toutes les cases du très bon gardien. Et c'est ça qui contribue au fait que voilà, il est parmi les meilleurs actuellement. Et je pense que si le géant polonais continue, à 24 ans, il va sûrement taper dans l'œil des gros clubs, quoi. Ah, t'as sorti des petites stats intéressantes là. Ouais. Mais, là où aussi il est un peu aidé, c'est qu'il a une grosse défense devant lui. C'est ce que j'allais dire, il est avec quand même... Enfin voilà, la paire Todibo Dante Dante, devant lui. Ah, il marche ça super marche bien. vraiment Ouais. bien. Ouais. C'est très très complémentaire. Puis Nice, même la sur défense. les côtés, hein, Marvin Bard, il fait un début de saison. Je pense que Ouais. si on devait faire un 11 dans cette Panenka, Ouais, mais Melvin le Barr, ouais. latéral gauche serait Melvin Bard. Melvin Barr, c'est vrai qui était beaucoup critiqué, je trouve, les autres années. On disait que son niveau était un petit peu juste pour Ouais. la Ligue 1. Autant, moi, je trouve que cette saison, il répond bien sur Puis le terrain. offensivement, il t'apporte énormément. Ouais. Offensivement, il apporte beaucoup. Mais du coup, oui, pour Martin Bulska, il sort des énormes arrêts, ça n'y a pas de souci, mais il est beaucoup aidé par sa défense qui crée un vrai mur derrière. Mais il est toujours là en dernier Ouais, rempart. il y a une vraie et puis il le fait confiance. très bien. 6 buts en 15 journées de Ligue 1, c'est quand même une perf énorme. Il y a une vraie confiance défensive qui règne à Nice. C'est ça, ouais. Et je pense que c'est Francesco Farioli qui a vraiment insisté pour mettre ça en place. Et ça fait que Nice apparaît vraiment comme une muraille défensive. Même si dans le secteur offensif, Nice, c'est pas forcément la meilleure attaque, en fait, le simple fait d'avoir une défense de feu, ça suffit, quoi. Ouais, puis ça donne de la confiance aussi sur la suite là. Et puis même je trouve que en fait c'est surtout que la défense et Marcin Bulka ils sont hyper complémentaires les deux. Ouais, bah de toute façon, c'est dans le C'est ça, lot du c'est ça, recrue. ouais, je le disais, très complémentaire. Donc Bulka, on va voir comment il évolue, mais moi je serais pas étonné effectivement de voir qu'un gros club s'intéresse à lui, alors peut-être pas dès cet hiver, mais l'été prochain, ouais. Bah, est-ce qu'il finirait pas meilleur gardien au trophée UNFP cette saison? C'est possible. Ça m'étonnerait vraiment Ouais. pas. On va passer les gars, on changement de décor au flop joueur de la mi-saison. On a fait le top joueur, maintenant le flop joueur. Chacun d'entre vous va me donner du coup le joueur qu'il trouve vraiment pas du tout en réussite dans cette première partie de saison, pas du tout là où tout le monde l'attend et qui déçoit, quoi, tout simplement. Allez, je te laisse commencer, Alexis. Alors moi du coup pour mon flop joueur j'ai choisi Aron Haraldsson, milieu offensif de Lille, nationalité islandaise. Voilà, il vient de Copenhague pour 15 millions d'euros. 15 millions ça reste quand même une grosse somme pour le LOSC.
Alors il fait une très bonne préparation d'avant-saison, notamment avec des matchs amicaux qui lui réussissent plutôt bien, puisque avec le club Bruges, contre le club Bruges, il met un triplé et franchement ça lui donne beaucoup de confiance. Après les matchs amicaux, c'est ça, c'est pas. Ouais, mais après ça donne vraiment de la confiance quand tu achètes un joueur à 15 millions et que dès la préparation, tu vois, il te met un triplé. Voilà, Oui, c'est pas c'est comme sûr. s'il était bien ancré dans le club auparavant. Complètement. Ça donne beaucoup de confiance. Donc du coup, il y a eu beaucoup d'attentes envers ce joueur. Sauf que le problème, c'est que il a très peu de temps de jeu parce qu'il a beaucoup de mal à Bah c'est s'adapter ça. à la Non, il Ligue joue 1. plus, ouais. Ouais, il joue très peu. Je crois qu'il est à peine 80 minutes de jeu là sur La sur vache. les derniers matchs. Donc il n'y a aucun but en plus de ça. Aucun but et juste une passe décisive depuis le début de cette saison. Donc c'est très peu, surtout pour Bah, un Paulo milieu Fonseca offensif. qui compte pas du tout sur lui. Bah, ce qui est compliqué, c'est que Lille marche bien en plus. Donc si Lille marche bien sans lui, pourquoi le faire jouer? Donc en fait, c'est un peu un cercle vicieux. Et pour Ouais. puis, lui, et puis la Ligue 1, c'est un championnat dans lequel il est assez compliqué de s'acclimater. Bah donc, voilà, donc forcément, quand on est jeune, qu'on arrive d'un championnat où on était en réussite et que ça marche pas directement pour nous, on peut se mettre à douter et c'est là qu'on est en contre-performance en fait. Tout simplement. Bah, c'est surtout que la Ligue 1, les équipes contre qui il a joué, surtout qu'il y a eu beaucoup de blocs bas en fait depuis le début et lui il aime plutôt jouer dans les espaces. Donc c'est pas du tout le style de jeu que lui il est habitué. Ça, c'est un problème vraiment pour beaucoup de joueurs, j'ai remarqué, Ouais. qui arrivent en Ligue 1. Les blocs bas, les défenses bien compactes, pour Ouais. des attaquants par exemple qui arrivent de Bundesliga ou de championnat où on a beaucoup plus d'espace, en fait, ils comprennent pas quoi, les gars. Non mais c'est Surtout clair. la Bundesliga où il y a 15 buts par match. Ouais, c'est hyper euh, offensif la Bundesliga. Donc, Complètement. Après, je trouve aussi que Lille, c'est un club dans lequel les joueurs, moi je pense à Yazice, je pense à plein de joueurs qui n'ont pas réussi directement à leur arrivée dans un club comme Lille. Donc peut-être que. Mais pour après, lui- Haraldsson, il venait d'un club. En vrai, ils ont tenté un coup. En vrai, c'est un pari. Haraldsson, Ça. ça se trouve, il a juste pas le niveau de Ligue 1 en vrai C'est de ça. vrai. en fait, Haraldsson, il a fait quand même une très très bonne saison la saison dernière et en fait, il y a beaucoup de clubs qui se sont intéressés à lui. Puis Oui, c'est mais finalement Lille Copenhague, qui c'est un a. peu différent. Oui, c'est vrai, mais après, il y a forcément des. Je vois, il a joueurs marqué au 9 début, buts en 2 ans là, en Copenhague. Donc c'est peut-être pas non plus là les il a stats. quel âge, tu m'as dit? il est 20 né ans, je en crois. 2003, il me semble. Donc, Il a 20 ouais, il ans, a. ouais. Ouais, c'est 20 ça, ans, il a 20 encore ans. le temps. Peut-être qu'un prêt pourrait être de bon augure après. Ouais, ça c'est intéressant. Après, Pour qu'il ça- s'acclimate, pour qu'il prenne de la confiance, parce que là, c'est sûr que dans des temps. Enfin, là, Ouais, c'est un Mais c'est joueur sûr de que ouais, les comment il a prêts, le temps les de prêts, jeu, ça a ouais, sauvé c'est un beaucoup de confiant. joueurs. Hein. Les prêts, C'est un ça joueur sauve- qui a du potentiel en plus, donc je vois pas pourquoi. Oui, même mais, dans sa euh, qualité de passe et dans sa qualité de dribble en soi, enfin, il a clairement de bons atouts. Après, c'est dommage qu'il perde un peu de confiance et donc du coup moins de temps de jeu. En fait, ça Peut-être que forme une si boucle. Lille performe un peu moins, il aura du temps de jeu parce que Paulo Fonseca essaiera d'autres choses en attaque. Complètement. On va passer au flop numéro 2, le flop de Camille Tarlet. De qui tu as décidé de nous parler? J'ai choisi Tolisso, Corentin Tolisso. Je suis un peu dur parce qu'en plus tout l'effectif lyonnais est un peu en perdition cette saison, mais là où je suis déçu de lui, c'est que c'est un cadre. Ce mec, il a joué quand même au Bayern Munich, c'est pas n'importe quoi, et ses prestations, c'est vraiment un scandale. J'avais dit dans une émission précédente qu'il avait le niveau de Ligue 2. Bon, peut-être pas le niveau de Ligue 2, mais en tout cas, je trouve que ce mec n'a pas le niveau de Ligue 1 aujourd'hui. Et puis, il n'aide pas son club à se relever. Et puis, même dans les prises de parole, etc., il est jamais là. Ça, c'est pareil, c'est le même cas pour Lacazette aussi, si tu vois. Mais t'as jamais vu Tolisso venir parler aux supporters, venir parler en interview, même après une défaite. Et puis, c'est ça que je trouve dommage, c'est que même dans Tolisso, pourtant, moi je le sens concerné. On l'a vu ému plusieurs Mhm. fois en conférence de presse après des défaites. Je pense quand même que. Bah oui, mais il s'exprime que quand il gagne. Il s'exprime pas que quand il gagne. Moi je suis pas d'accord. Il a quand même été parlé aux supporters quand il y a eu l'incident avec Fabio Grosso. C'est quelqu'un qui Oui, mais sait se Dans les montrer. défaites, il est jamais là. Dans les défaites, c'est toujours Anthony Lopez qui va ou des jeunes. C'est vrai. Et puis tu vois C'est jamais des cadres. Et c'est là où je lui reproche ça, c'est qu'en plus de pas parler aux supporters, etc., c'est que dans les performances, c'est pas bon, quoi. C'est pour ça que j'ai pas mis la bon, ça Lacazette. crée un fossé. Il s'isole un peu. Ouais. Ouais, Et c'est comme vrai. tu l'as dit, c'est vrai que quand on l'a vu revenir du Bayern où il avait gagné la Ligue des Champions, où Bah, il c'était était, intéressant comme. il était vraiment intéressant là-bas. On se disait tous que ça allait être bon pour l'Olympique Lyonnais. Et là, il est un peu à l'image des cadres qui reviennent et qui n'y arrivent pas, quoi. Donc, c'est Son niveau dommage. est vraiment désastreux. Hein. Son niveau est Vraiment, vraiment. vraiment. Ouais, C'est- après peut-être que la victoire de Lyon là, ce week-end, ça va peut-être lui faire du bien aussi parce Ouais, qu'en puis soit, là, il est à l'origine ouais, d'un début puis- de la casette ouais, là. où il fait a une marqué volée. aussi. Je sais plus contre qui, mais il a marqué aussi. Ouais, il avait marqué contre Clermont. Ouais, contre Clermont, son, c'est ça. son coup franc qui n'avait pas été touché là, mais Ouais. voilà. À voir pour Tolisso comment ça se passe la suite de la saison, à voir pour Lyon en réalité comment ça se passe la suite de la saison. Et toi, peut-être- qui as-tu choisi là-dessus? Et ben moi les gars, j'ai décidé de vous parler de Ludovic Blas, arrivé à Rennes cet été. C'était un transfert qui avait fait beaucoup de bruit parce qu'il arrivait du rival nantais. Et Blas, en fait, c'est un joueur dont on attend toujours le réveil cette saison.
même s'il était titulaire pour la majeure partie des matchs sous les ordres de Bruno Genesio, depuis l'arrivée de Julien Stéphan il y a 3 matchs, il est sur le banc. Il est sur le banc et je pense que Julien Stéphan attend beaucoup plus du milieu offensif. Alors il y a une grosse concurrence à Rennes dans le secteur offensif. Aussi, voilà, ouais. il y a des Lefebvre, Bourigeaud et puis même il y a Gouiri, Kelmundo quand on veut décider de le faire jouer un peu plus haut. Donc pour Blas, c'est pas forcément facile de s'acclimater. Il y a une grosse concurrence. Pour l'instant, c'est seulement 2 buts et une passe décisive en 14 apparitions de Ligue 1. Alors il n'est pas non plus stérile à ce niveau-là, mais on attend quand même beaucoup plus d'un joueur comme ça. Blas, on le sait, c'est un joueur qui a de la magie, c'est un meneur de jeu. Son passage à Nantes, voilà, même si maintenant il est plus trop apprécié du côté de Nantes, voilà, avec son départ, mais il a quand même ramené une Coupe de France, il a quand même marqué un certain nombre de buts et pas mal de passes D quand il était à Nantes. Donc on attend beaucoup plus de lui, on sait de quoi il est capable, l'ancien capitaine des Jaunes et Verts. Et quand on voit que son dernier but remonte maintenant au 22 octobre et une défaite 2-1 contre Lorient, on se dit qu'il est vraiment à la peine dans cette première partie de championnat. Après, il est un petit peu à l'image de son équipe. Alors, est-ce que c'est un problème d'acclimatation, de système de jeu ou c'est autre chose? Mais dans tous les cas, on attend beaucoup plus du français. Peut-être là où ça diffère de Nantes aussi, c'est qu'à Nantes, c'était le meilleur joueur de Nantes, c'était lui le patron de l'équipe. Il arrive à Rennes, les challenges sont différents, les ambitions sont différentes. Et puis il est pas tout en haut de l'équipe, c'est pas lui le patron, il redescend un peu dans la hiérarchie. Et puis oui, c'est pas facile de s'acclimater quand tes ambitions sont différentes et comme je l'ai dit, ton grade est différent. Donc voilà, mais ça doit marcher puisque Blas c'est vraiment un bon joueur. Voilà. Il a 25 ans, il a encore du temps, il est dans la fleur de l'âge, j'ai envie de dire. Donc, Mais est-ce que Blas aussi aurait pas raté le coche pour un départ plus tôt? Moi, c'est une question que je me pose aussi depuis pas mal de temps. Plutôt Blas, c'est un joueur pour moi, il aurait pu aller taper à la porte d'un plus gros club, encore plus que Rennes. Il y a déjà 1 ou 2 ans et il l'a pas forcément fait. Et là, il part de Nantes. Un petit peu, c'est un départ un peu forcé, il part chez le rival, c'est un départ qui se passe mal. Blas, c'est pas un joueur qui a fait beaucoup de clubs, il a fait Guingamp, Nantes et maintenant il est à Rennes. Voilà, est-ce que c'était le bon choix Rennes? Ouais, en vrai, je pense qu'il a pris la facilité un peu, parce que Rennes, c'est la porte d'à côté, ça joue l'Europe, et puis là, ils sont 13e, mais en vrai, avant le début de saison, on s'attendait à ce qu'ils jouent le podium, donc c'était un peu le choix de la facilité, effectivement, il aurait pu s'exporter. Peut-être pas en Angleterre, mais je sais pas, en Italie, pourquoi pas, un championnat comme ça, c'est intéressant pour se développer. Ouais, je suis pas sûr que ce soit le meilleur des choix, d'autant plus avec le... Ouais, moi je suis d'accord avec toi, Camille. Là, je pense qu'il aurait pas dû rester, dans le championnat de Ligue 1, mais je pense qu'il est parti, peut-être pas au bon moment, mais je pense qu'un départ plus tôt, ça aurait pas changé énormément. Mais après, peut-être visiter un autre championnat, ça lui aurait fait peut-être du bien de repartir à zéro, parce que là, c'est hyper compliqué d'aller dans un club rival, surtout quand il y a une telle rivalité entre Nantes et Rennes. Il aime trop son quartier. Il n'est pas catastrophique, mais il est très très inégal et il est forcément en deçà des attentes quand on sait qu'il a coûté 15 millions au Stade Rennais cet été. Mais je pense aussi que c'est compliqué d'arriver dans un club qui marche très très bien et l'année où on arrive, l'équipe n'y arrive plus. Ouais. Et donc forcément, il n'a pas de repère, il arrive dans une équipe qui est au ralenti. Donc voilà, pas simple. Mais dans tous les cas, on attend beaucoup plus de Blas parce que en tant que Nantais, nous, on sait que c'est un super joueur. Et ça nous fait un peu de mal de le voir dans une situation pareille. C'est sûr. Oui, c'est clair. On va passer, les gars, au top club de la mi-saison. Vous avez chacun sélectionné une équipe vraiment qui vous séduit. Une équipe qui réussit plutôt pas mal ce début de championnat. On sait que c'est une Ligue 1 qui est très serrée, ça se tape, il n'y a pas beaucoup d'écart. Mais Alexis, je te propose de nous laisser te dévoiler ton équipe type. Avec plaisir, Mathieu. Après, moi, c'est pas une très très grande surprise. Moi, j'ai choisi le Paris Saint-Germain, qui est quand étonnant. Waouh. Oui, je sais, les gars, j'ai choisi un peu la facilité. Premier de Ligue 1, une compétition européenne qui est assez tendue, mais plus compliqué que les autres années. Ouais, là, c'est clairement le groupe de la mort en plus dans lequel ils sont tombés, donc c'est vraiment compliqué là pour ce championnat européen. Mais après, en Ligue 1, je trouve que Paris séduit, Paris a confiance. Ils avaient commencé sur la pointe des pieds quand même. Un petit peu. Ouais. Avec l'arrivée de Luis Enrique et un dispositif qui avait fait beaucoup parler de lui au début. Ça se cherchait beaucoup au début, ouais. Ouais, exactement. Puis même avec les recrues, il y en avait qui n'étaient pas aux attentes, qui répondaient pas aux attentes. Donc ça a été très compliqué au début. Mais je trouve que Paris a quand même relevé la tête de l'eau assez rapidement. Comparé aux autres années, ils ont su faire face à ça et il y a une vraie confiance dans l'équipe. Je trouve que c'est pas du tout la même mentalité que les autres années. Je sais pas ce que vous avez. De toute façon, là, on a eu des dernières années où c'était un petit peu
c'était un petit peu le cinéma, quoi. C'était une série, il y avait Messi, il y avait Neymar, et c'était compliqué d'avoir autre chose. Mais c'est sûr de voir oui, autre chose dans l'équipe. Là maintenant qu'il y a peut-être moins de grosses stars, et ben l'équipe s'en sort bien. Alors il y a toujours des grosses personnalités, on le sait, il y a eu l'arrivée de Dembélé, tout ça, mais je pense quand même que Paris cette année est peut-être un peu plus libéré et joue du coup un jeu différent. Je dis pas que c'est forcément un meilleur jeu, mais en tout cas il y a plus une identité de jeu et voilà quoi. C'est clair. Puis surtout qu'ils ont décidé de faire confiance à des joueurs qui n'avaient pas forcément une renommée comme l'avait Neymar ou Messi. Tu vois par exemple des joueurs comme Kangin Lee qui font un très bon début de saison. Il y avait Ugarte au milieu qui a fait un excellent début de saison. Bon là il est un petit peu en baisse de forme là, mais moi je me fais pas trop de soucis pour Ugarte. Non, complètement. Il y a vraiment Hernandez. Après moi là où je suis un petit peu sceptique, c'est sur Skriniar, mais voilà. Mais ça c'était annoncé depuis longtemps, c'était pas dans le flux du mercato. Pour moi c'est une erreur de casting, mais c'est une erreur de casting que le PSG a quand même eu. Le PSG a eu largement le temps d'éviter cette erreur. Finalement ils la font quand même. Moi je pense que la plus grosse erreur pour l'instant c'est pas de mettre Skriniar, c'est plutôt de ne pas mettre Danilo qui pour moi est meilleur que Skriniar en défenseur central. Là il va y avoir le match face à Dortmund là, demain soir. Moi j'espère vraiment que Luis Enrique il va mettre Danilo à la place de Skriniar. Si on a une Marquinhos est revenu en plus. Oui, si donc on a voilà. une charnière Marquinhos, Skriniar, moi ça me fait un petit peu peur. Face aux assauts allemands. Mais bon, oui. On verra les gars. Dans tous les cas, Paris, je suis complètement d'accord avec toi, qui réalise un bon début de saison, qui est premier, voilà, dans un championnat pas facile. Donc le taf est fait par les Parisiens. Camille, de quel club tu vas nous parler toi ? Moi du coup Mathieu, j'ai pris Monaco, 3ème de Ligue 1, 2e meilleure attaque. Voilà, ça marche bien. Ils ont commencé hyper fort. Ça a été un peu plus compliqué dans les 7, 10e journée dans ces eaux-là. Mais c'est un effectif hyper talentueux. Voilà, je pense à Golovin, à Magnus Akliouche, Youssouf Fofana qui assure aussi. Moi, je pense à Denis Zakaria aussi au milieu de terrain. Denis Zakaria qui s'est bien relancé après son passage un peu compliqué à Chelsea. Et puis on a eu l'arrivée d'un nouveau coach, Adi Hutter, qui tient bon, qui tient bon. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est en défense, puisqu'ils sont même pas dans le top 5 de meilleure défense de Ligue 1. Mais voilà, Monaco. Mais c'est la meilleure attaque, deuxième meilleure attaque du championnat. 30 buts, oui, c'est là où. Oui, donc c'est sûr qu'ils n'arrivent pas à compenser en fait. C'est un peu difficile de compenser, ouais. Mais là où je les salue aussi, c'est qu'ils ont fait vraiment un énorme début de saison. Je crois qu'ils n'avaient pas perdu de 5, 6, 7 journées. Et puis voilà, Monaco pour moi. Des Monégasques qui reviennent sur le devant de la scène après des saisons où ça n'a pas toujours été simple, qui. On rappelle, quand même demi-finaliste de la Ligue des Champions 2016-2017. Puis après, il y avait eu toute une période de reconstruction. Et là, on a l'impression que cette saison, voilà. Ouais, c'était un pendant de scie pendant quelques années. Ça redevient un gros leader du championnat, donc c'est cool. Moi, les gars, je vais aussi vous présenter mon top club. Et j'ai décidé de vous parler du LOSC. Voilà, Lille, une équipe emmenée par un coach Paolo Fonseca qui est arrivé l'année dernière. Et Lille, ça affiche un très bon bilan à la mi-saison. 4e avec 27 points en 15 journées. 7 victoires, 6 nuls et seulement 2 défaites. Des Lillois donc 4e derrière Monaco qui sont donc à 3 points seulement du podium. Une bonne attaque mais surtout une très très bonne défense. Seulement 11 buts encaissés par les Lillois. Alors, ils sont 2e du coup au classement. Ça s'explique par des défenseurs qui sont assez complémentaires. On a un très jeune Lenny Yoro, 18 ans, né en 2005, qui est souvent aligné aux côtés de joueurs plutôt d'expérience comme par exemple Samuel Umtiti. On a également le Brésilien Alexandro, 24 ans, qui est plutôt pas mal quand il est aligné à charnière centrale. Et puis bien sûr, on a un gardien d'exception quand même au LOSC, Lucas Chevalier, 9 clean sheets, meilleur gardien cette saison derrière Marcin Bulka. Vraiment, le français encore très bon ce week-end en plus. Le français qui vraiment nous impressionne tous. Donc la défense de Lille, ça constitue un élément vraiment déterminant. Et puis on a aussi un bon milieu et un milieu qui apporte beaucoup. On parle souvent de Youssouf Yazice, mais également Cabella ou encore Angel Gomez. Tout ça, c'est des joueurs qui poussent l'équipe. Benjamin André, on ne cesse de le rappeler. Mais voilà, c'est vraiment des joueurs talentueux, des joueurs qui savent où ils vont et ça se ressent en fait tout simplement sur le terrain. On n'a pas une équipe de Lille qui a des attaquants forcément exceptionnels. On a un Jonathan David, je trouve, qui est cette année... c'est compliqué pour Jonathan David, mais en baisse de forme un peu. Mais comme les défenseurs et les milieux apportent beaucoup, je crois que Lenny Yoro il est à 3 buts, Alexandro aussi. On a des défenseurs qui plantent, on a des milieux qui plantent, et on a aussi un Edon Zegrova. Je ne peux pas ne pas en parler. Le Kosovar qui fait également un très très bon début de saison sur son côté droit et forcément il aide beaucoup les Lillois. Une équipe qui en plus ne perd pas chez elle. Voilà, seulement une défaite à domicile cette saison. Sinon c'est que des victoires et un match nul. Donc Pierre Mauroy qui constitue une véritable arène pour les Lillois. Ils sont bien lancés aussi en Conference League.
puisque voilà, ils sont premiers de leur groupe. Ils ont bien réussi, je trouve, à concilier les deux, à la différence d'équipes par exemple comme Toulouse qui sont trop pris par la Ligue Europa et qui du coup n'y arrivent pas en championnat. Donc forcément, c'est intéressant. Et puis il y a aussi eu un recrutement, je trouve, intelligent. Ils ont été choper Nabil Bentaleb à Angers qui descendait en Ligue 2. Ils ont récupéré Umtiti. Donc voilà, moi je trouve que c'est mérité pour. Je valide complètement ton top aussi, parce que vraiment je trouve que c'est un effectif hyper talentueux mais emmené par un Paulo Fonseca qui rend les matchs de Lille plaisants à voir. Je veux dire, les matchs de Lille, même si ça a patiné un peu ce week-end contre Clermont, c'est toujours très, 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 très cool à voir. Et puis ils ont un peu mal débuté, le championnat de Ligue 1, ça galérait un peu à se trouver. Là en ce moment ils sont en pleine bourre, même niveau européen, tu l'as dit. Donc je valide entièrement. Ouais, c'est de bon augure. Lille qui est quand même une équipe qui depuis quelques années en Ligue 1. Lille, ça a toujours été pour moi une bonne équipe de Ligue 1 depuis que je suis le foot. Mais ils ont eu des passages un petit peu à vide. Je pense au moment où Gourvenec était à la tête de l'équipe. C'était l'année d'après où ils ont gagné la Ligue 1. Ça a été le jour et la nuit parce qu'il y a eu Galtier qui les a emmenés au sommet. Et puis ensuite ça a été plus compliqué. Et là on a l'impression qu'ils sont de retour dans les gros. Donc c'est intéressant. Lille, c'est une équipe qui est très intéressante à suivre effectivement cette saison. Ouais. Allez les gars, on a fini du coup les top clubs, on va passer au flop club, ok. Et Alexis, je te laisse commencer avec le club qui ne t'impressionne pour le coup pas du tout cette saison et qui te déçoit même. Eh ben écoute Mathieu, Camille aussi, ouvre grand tes oreilles parce que ce que je vais dire, ça tient de la révélation. J'ai choisi un club que personne ne soupçonne, puisqu'il s'agit de l'Olympique Lyonnais, 20e de Ligue 1 actuellement. 18e. 18e. On va pas les mettre 20e alors que t'es 18e. Parce qu'il n'y a pas 20 équipes. J'ai pas encore tourné la page, mais pour moi, c'est un peu tout comme 18e de Ligue 1 cette saison, seulement 2 victoires depuis le début. Oh là là. Un club sous tension avec ses coachs. Aussi avec notamment l'arrivée de Grosso, puis le départ de Grosso, puis ensuite un entraîneur en intérim, on sait plus trop, on n'arrive plus à suivre. C'est un peu une télé-réalité, j'ai l'impression, l'Olympique Lyonnais là, depuis le début de la saison. Une catastrophe à tous les niveaux. Ouais, c'est clair. Ça pète de partout à Lyon et tout ça a commencé avec les galères avec Olas et Textor machin. Administratif, il y a tout qui tombe et puis dans le sportif c'est pas vraiment mieux. En plus ils n'ont pas pu recruter cet été donc. Ouais, puis ça a vraiment affecté tout l'effectif. Même le staff, c'est à tous les niveaux que Lyon est en galère. Après, il y a une victoire 3-0 quand même ce week-end, donc peut-être au début. Plus encourageant. Mais en même temps, il y a un match contre Monaco la semaine prochaine, donc si ça se trouve, ça va directement. Ouais, ils ont un calendrier difficile en plus. Ouais, en plus. Il y aura Nantes pour finir l'année 2023, peut-être qu'ils se relanceront à ce moment-là. Ouais, ça me paraît compliqué. C'est l'équipe de Nantes qui est un peu aléatoire. Non, mais je crois qu'on peut valider son flop, Mathieu. Ça tombe bien puisque j'ai pas fini, les gars. Non, puis c'est surtout des recrues. Bon, là, par exemple, j'ai parlé de Lacazette. Bon, il met un triplé ce week-end, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais depuis le début de la saison, Lacazette, c'est catastrophique. Ouais. Il est cramé, moi je trouve. Un petit peu. Peu. Moi aussi. C'est comme Tolisso, c'est à l'image de Tolisso, il est complètement cramé là, les deux. Un milieu qui marche pas tant que ça. Tolisso, il est pas si vieux en plus. Oui, c'est ça qui est embêtant. Mais après, il y a un milieu qui marche pas, une défense qui je trouve ne marche pas trop aussi. Pourtant, en fait, un manque de talent, juste. Quand tu vois la défense de Lyon, je pense à des Clinton Mata, Saleh Koumbedi, c'est juste des joueurs qui ont tout simplement peut-être pas le niveau de Ligue 1. Genre, mais c'est dommage. Tu les vois jouer, tu te dis pas, ils ont leur place. Moi j'aime bien O'Brien par contre. Ouais, O'Brien, soldat irlandais vraiment de l'équipe. C'est dommage parce que 3 buts depuis qu'il est arrivé. T'as quand même des joueurs qui ont du talent. Là, je pense à Ryan Cherki de base. C'est quand même un joueur qui a du potentiel, mais tu vois, j'ai l'impression que soit il a pas envie, soit je sais pas, il y a un problème, mais ça a été compliqué déjà avec la période Grosso, puisque Grosso ne le faisait tout simplement pas jouer. Et puis là, c'était contre Marseille. Il a eu un note de 2 dans l'équipe, ce qui est quand même très rare, faut le souligner. Ouais. Et non, c'est compliqué. Dès qu'il a du temps de jeu, il n'arrive pas à s'imposer. Il a fait un bon match week-end par contre. Donc, je crois de toute façon que Lyon, il n'y a pas besoin de détailler en fait. C'est évident. C'est le club qui est en galère cette saison. Chaque année, il y en a un là depuis quelques saisons. L'année dernière, c'était Angers. Cette année, c'est Lyon. C'est un peu dommage de voir un monument de notre Ligue 1 complètement en perdition comme ça. Mais voilà, il reste encore du temps, on va dire. Alors même s'il faut réagir rapidement quand même, peut-être que Lyon réussira l'exploit de se maintenir. Oui, et puis dans le classement en plus, ils sont pas en vrai si loin de sortir. Ok, on va passer du coup au flop numéro 2 et c'est le flop de Camille. J'ai choisi le Stade Rennais, on va aller en Bretagne un petit peu. 13e du championnat de Ligue 1. Une catastrophe, un peu vu les ambitions. Rennes, normalement, avec le budget, ça doit jouer le top 3, je pense, en vrai, minimum. Et là, ils sont 13e. Défensivement, c'est une cata.
t'as un rouge tous les 2 matchs parce que ta défense. Bon, on en a parlé tout à l'heure, mais je reviens un petit peu sur la défense quand même parce que c'est quand même très très compliqué. Ils ont pris plus de buts qu'ils en ont marqué d'ailleurs, ça c'est assez fou. Ça révèle un vrai truc de déjà ils sont mauvais en défense et devant ça galère un peu, sachant que t'as énormément de talent. Alors que t'as du talent complètement. T'as beaucoup de talent, t'as beaucoup de joueurs. Et puis voilà, sous Genesio ça marchait pas bien parce que Genesio ça n'a jamais été non plus un coach qui allait trop vers l'avant, alors il en avait les armes. Ils ont remis Julien Stéphan, ça je pense que c'était une bonne décision, mais à voir ce que ça va donner. Mais Rennes. Plus très loin du barragiste, faut réagir aussi à Rennes. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, en plus, ils ont fait une bonne prépa, quoi. Ils ont fait une vraie prépa, ils ont fait un vrai mercato. Ils ont beaucoup vendu, mais ils ont fait un vrai mercato. Et puis là, ils se retrouvent à jouer les places relégables, quoi. Donc, Et pourtant, en Europe, tout va bien. Alors ça, c'est assez étonnant, je trouve. C'est qu'il y a des clubs comme fou, ça. Ça galère complètement en Ligue 1, mais en Europe, ça réussit plutôt bien. Ouais, là, ils vont jouer leur première place contre Villarreal. Voilà, jeudi. c'est ça. Ils sont transcendés en Europe. C'est fou. On préférerait en fait presque. Moi, je préférerais presque les voir avoir des couleurs en Ligue 1 qu'en Europe, quoi. Parce que l'Europe, c'est quand même un truc en plus. Les voir galérer comme ça en Ligue 1. Et puis on se demande un peu s'ils choisissent pas leur match, quoi, parce que c'est pas possible. Aller voir perdre chez eux ce week-end, ça fait un peu mal. Hein. Voilà. Je m'y attendais Après, pas. c'était contre une grosse équipe de Monaco, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Moi, les gars, je vais passer à mon flop. Et mon flop, on reste en Bretagne, c'est le FC Lorient. Voilà, le FC Lorient, barragiste, 12 points en 15 journées. Je crois qu'il n'y a pas tellement besoin d'en dire plus. Pire défense du championnat, 29 buts encaissés. C'est quand même un truc de fou. Ils s'en prennent beaucoup trop. Ils s'en sont pris 5 contre Nantes. Ils s'en prennent encore 4 ce week-end contre Marseille. Alors, même si c'est plutôt une bonne attaque, hein, avec 20 buts en 15 journées, c'est vraiment pas suffisant. Plus de victoires depuis le 22 octobre. Je pense que Régis Lebris, l'entraîneur de Lorient, est plus que jamais menacé. On va voir comment il finit l'année. Tu penses vraiment qu'il est menacé, Régis Lebris ? Ouais, je pense que Régis Lebris est menacé. Je suis pas sûr. Hein. Ouais, en fait, moi, je pense qu'il est menacé parce qu'il n'y a pas de victoire depuis trop longtemps et qu'au bout d'un moment, en fait, c'est vrai que peine pour l'entraîneur, c'est quand il n'y a pas de victoire. Là, s'ils finissent pas l'année avec une victoire, j'ai peur que ce ils soit ont autant de victoires que Lyon, ils ont 2 victoires. Voilà. Pourtant, il y a des joueurs d'expérience. Je pense à Timo et Bakayoko. Bon, il y a également eu le retour qui avait fait beaucoup polémique de Benjamin Mendy, qui a marqué ce week-end d'ailleurs. Qui a d'ailleurs marqué ce week-end. Mention spéciale à Ben Mendy. Mais peut-être pas mention spéciale quand même. Il avait marqué. Mention spéciale à Ben Mendy. Attendez les gars, il a marqué. Ouais, mention spéciale. Voilà, mais il y a aussi des joueurs de qualité, pas forcément d'expérience, mais de qualité. Je pense à Eli Kroupi Junior, né en 2006, qui pour sa première saison, moi je le trouve vraiment bon. Très bon. Romain Fèvre qui fait un bon début de saison, qui est pour moi qui est l'élément clé de Lorient dans cette période un peu de tempête. Donc voilà, c'est un début de saison en plus complètement différent de la saison dernière. Quand on sait qu'ils étaient 5e au même moment la saison dernière, c'est vraiment le jour et la nuit. Mais en même temps, il y a des départs qui ont fait mal à Lorient. Je pense à Enzo Lefebvre, qui est parti à Rennes. Je pense à mais Armand... peut-être pas tout remettre sur Lefebvre. Je veux dire, Lefebvre c'était un joueur important du système lorientais, mais c'était un milieu de terrain, je veux dire, qui t'apportait pas non plus une solidité défensive. Il n'y avait pas que Lefebvre, il y avait aussi Lorienté qui est parti à Sassuolo. Et en fait, je pense que c'est des joueurs qui n'ont pas forcément réussi à remplacer. Et donc, c'est compliqué dans le... Ouais, mais est-ce que ça explique le fait que les défenseurs sont complètement perdus derrière ? Ils prenaient pas autant de buts l'année dernière, Lorient. Mais ils étaient plutôt solides derrière. Ouais, mais des fois, il suffit d'un truc qui déstabilise tout. Après, je pense que là, il y a quand même la menace de la Ligue 2 qui plane, donc ils vont peut-être essayer de se relever. Mais en plus, en défense, c'est pas des joueurs... Moi, je trouve que Lorient, c'est quand même un effectif qui est intéressant. Quoi. Ouais. Il y a Laurent Bergel, il y a Isaac Touré. Kalulu, le latéral droit, qui est très jeune. Mais non, 26 ans, mais très intéressant. Yvan Mvogo, le gardien, moi, je trouve qu'il est pas ridicule du tout. Donc, c'est dommage de voir Lorient qui galère comme ça. 16e place, barragiste. Bon, ils sont pas encore relégables, mais ils en sont pas très loin. Donc mais bizarrement, on les voit plus remonter que d'autres clubs du bas du classement. Ouais, je les vois plus remonter, surtout que là, il y a un prochain match contre Strasbourg qui, pour moi, va être déterminant. Parce que Strasbourg, c'est aussi une équipe en galère. Et là, je pense qu'il y aura des points à prendre sur ce match-là. Parce que derrière, ils clôtureront l'année avec Brest. À Brest, et là j'ai peur que sur un match comme ça ce soit compliqué. Brest c'est trop dur à jouer cette saison. Je pense que Brest en plus chez eux effectivement c'est compliqué. Les gars, on va terminer du coup cette partie, cette rubrique un petit peu top flop avec le top entraîneur de cette mi-saison. Et Alexis, de quel entraîneur tu as décidé de me parler ? Alors moi je vais retourner sur le Rocher monégasque puisque je vais vous parler de Adi Hütter. Voilà, il est arrivé à Monaco, il a atteint largement les objectifs puisque Monaco est 3e au championnat. Il a largement l'étoffe pour prétendre à une participation européenne. Après Monaco, voilà, c'est une bonne équipe qui est sur 2 bonnes victoires lors de ses derniers matchs, malgré une défaite face à Paris. Moi je trouve que c'est un contrat plutôt bien rempli là, pour Hütter.
voilà, il est arrivé, on savait pas trop à quoi s'attendre. Et puis, il a pas révolutionné non plus Monaco, il mais non, mais il a il installé son jeu et son jeu fonctionne plutôt bien à Monaco, ça, ouais. troisième du championnat. Quel club en Allemagne, Utter? Je sais plus. Il est arrivé de Salzbourg, il me semble. Salzbourg a dit Utter, je vais regarder ça tout de suite. Mais oui, Je crois qu'il arrive de Salzbourg, si je dis pas de bêtises. En tout cas, Red Bull Salzbourg, exactement. Ouais, c'est ça. Mais ouais, a dit Utter qui en plus, c'était un challenge de venir de Salzbourg à Monaco qui joue le. Ouais, c'est pas du tout les mêmes clubs. C'est pas du tout les mêmes clubs. Mais il a bien réussi. On sent que c'est un gars qui a la tête sur les épaules et qui sait où il va. Donc c'est pour le Rocher, c'est intéressant. Qui a toujours quand même eu des plutôt gros entraîneurs. Les joueurs là, ils savent, je pense, où ils vont avec un entraîneur comme ça, donc c'est intéressant. Ouais. Camille, quel entraîneur t'as sélectionné toi? J'ai choisi Francesco Farioli, Nice, 2e de Ligue 1, 6 buts encaissés, tu l'as dit. Là où je salue la prestation de Farioli, c'est qu'il arrive de Antalyaspor, donc ça n'a rien à voir avec un club comme Nice qui vise très haut. Et c'est pas forcément les matchs les plus intéressants à voir, Nice, parce que ça joue beaucoup dans la défense, mais c'est assumé, quoi. C'est assumé, il veut jouer défensivement, et puis devant, c'est efficace. Résultat, 6 buts encaissés, meilleure défense de Ligue 1, 2e au classement, donc le contrat est largement rempli, et puis il arrive avec des idées, il les a appliquées, ça marche. Donc, tous les voyants sont ouverts, effectivement, pour l'OGC Nice, un OGC Nice pas très séduisant. Pas séduisant, mais qui marche. Mais qui fait le taf, donc c'est ça en même temps. Puis tu sens les consignes aussi. On peut rien leur reprocher, je trouve, également. C'est vrai, mais Farioli qui surprend, effectivement, surtout qu'en Ligue 1, il était inconnu au bataillon. C'est ça, il vient de Turquie, il a commencé sa carrière. Il se fait un nom directement, respect de se faire un nom directement, comme ça, en arrivant. Ouais. Et ben moi, les gars, j'ai décidé de vous parler de l'entraîneur brestois. Eric Pep Guardiola Roy, non je rigole. Eric Roy qui après 12 ans sans entraîner n'a absolument rien perdu, 11 ans pardon. Arrivé à Brest en mission maintien en janvier dernier, il a plus que rempli le contrat puisqu'il a réussi à maintenir les Brestois en Ligue 1 et en plus cette saison ils sont 5e, 25 points en 15 journées, c'est juste très très bon. C'est un meneur d'hommes, c'est quelqu'un qui a des joueurs de qualité et qui sait parfaitement les utiliser. Je pense à Del Castillo, je pense à Lesmelou ou encore Le Doiron. Il permet vraiment à l'équipe de s'épanouir et là Brest nous surprend vraiment cette saison, quoi. Je pense encore à la victoire contre Metz, la victoire à Metz ce week-end, Non, mais ça marche bien à tous les niveaux aussi, même dans les défaites. Ça n'a pas été des défaites catastrophiques. Je veux dire, ils ont toujours bien joué. Ils ont eu beaucoup de manque de réussite là, il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Mais tu l'as dit, Eric Roy a révolutionné cette équipe de Brest. Donc ça fait plaisir pour Brest qu'on n'a jamais vu forcément briller ces dernières années en Ligue 1. Donc, puis dans le jeu, je trouve que ça combine plutôt bien. C'est une équipe qui est hyper plaisante à voir. À la différence de Farioli, tu vois, c'est un jeu c'est plaisant à voir. C'est des joueurs qui savent ce qu'ils font. De toute façon, moi je pense à Lesmelou, je l'ai pas mis dans mon top joueur, mais il aurait pu complètement y être. Niçois, il est très très bon et il fait vraiment du bien à cet effectif brestois. Del Castillo aussi, le gardien aussi Marco Bizot que je trouve assez exceptionnel. Donc voilà, Brest a on va dire un effectif taillé pour jouer le haut du classement. Peut-être que jusqu'à présent. Mais c'était pas forcément prévisible par contre. Voilà. Sur le papier, on se dit pas c'est un bon effectif, mais voilà, Eric Roy réussit à justement à utiliser à bon escient les joueurs qu'il a, quoi. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Ok les gars, c'est le moment de clôturer du coup cette rubrique top flop. On va faire un petit passage rapide sur le mercato et on fera juste prévision. Chacun nous dira le club qu'il voit se redresser, le club qui ne tiendra pas, un club donc qui ira en Ligue 2 et un club qui ira en Europe. Et on va donc passer d'abord par la partie mercato et j'ai entendu qu'il y avait un Moses Simon nantais en partance vers Lyon. Camille, alors tout à fait, Moses Simon qui sur les papiers de l'Olympique Lyonnais, son contrat termine en fin 2024, en juin 2024, donc ce serait plutôt un départ en été, mais on n'est pas à l'abri d'un départ libre. Un départ libre en été, ouais, mais on n'est pas à l'abri non plus d'un départ en hiver, puisque la famille de Moses Simon a confirmé l'intérêt de Lyon. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on en pense? Ça, c'est une autre histoire. Ça ferait mal au FC Nantes. Ça ferait mal au FC Nantes, et surtout, je ne comprendrais pas pourquoi il ferait ça. C'est ça. Quel intérêt d'aller se mettre potentiellement du coup en Ligue 2 avec l'Olympique Lyonnais? Peut-être il y va juste pour la renommée du club de Lyon, mais alors que Nantes joue le milieu de tableau et c'est plutôt intéressant. Je sais pas s'il serait mieux payé là-bas, mais dans tous les cas, il serait mieux payé. Ce serait tellement dommage de voir un Moses Simon qui pour moi a vraiment le potentiel pour jouer dans un club qui joue l'Europe, d'aller s'enterrer dans un club qui joue le maintien, et puis un club qui est pas du tout structuré, donc en plus il est pas à l'abri de se retrouver finalement remplaçant en allant là-bas. Enfin, ce serait après, ça se trouve il va vivre en hiver et puis dans 3 mois il est en Ligue 2 quoi. C'est
C'est ça. Donc on comprendrait pas trop. Et puis je te dis vraiment pour Nantes, ce serait un gros coup dur. Sachant que oui, les c'est supporters un nantais l'aiment bien, il fait des bonnes perfs, 5 buts, 3 passes Et puis D. à Nantes depuis 4 ans. Enfin voilà, c'est. Ouais, on a eu le temps de s'acclimater à Moses Simon. En plus, il apporte beaucoup là en attaque avec sa vitesse et sur son couloir gauche. Il a de la technique. C'est vraiment un élément hyper important là de l'équipe du FC Nantes. Et surtout cette saison qui fait un très bon début de saison là. Sous les couleurs jaune et verte, donc ça serait vraiment une grosse perte pour Nantes. Complètement. Est-ce qu'on peut aussi parler de Casemiro? J'ai entendu que Casemiro est en partance pour le PSG. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment une vraie info ou... Bah, je pense que c'est peut-être pas avéré, mais dans tous les cas, de toute façon, le PSG, je pense, a besoin d'un autre milieu de terrain, puisque tu as souvent des blessés. On a vu Zaïre Emery, bon, il a des retours, mais on a souvent des blessés et des irrégularités aussi, parce que Ugarte a fait un gros début de saison, mine de rien, mais là, c'est un peu plus compliqué. Donc, je crois que le PSG a besoin de se renforcer aussi au milieu de terrain et puis ajouter un peu de profondeur à son banc. Et donc c'est Casemiro qui a été de profondeur et de l'expérience, parce que Casemiro, c'est beaucoup d'expérience. Lui, c'est un peu compliqué pour lui aussi. Est-ce que United lâcherait un mec comme Casemiro en plus? Bah, ils s'en servent pas trop, mine de rien. Ouais, c'est vrai que mine de rien, ils s'en servent pas trop. Et puis même, je pense que United, ils vont avoir besoin aussi de lâcher un peu parce que, enfin là, en ce moment, United, ça va pas non plus aussi du côté de la PL. C'est très irrégulier, quoi. Ouais, voilà. Donc après, moi, ça me choquerait pas personnellement qu'United lâche Casemiro. Ouais. Après, moi, ça me choquerait plus que Paris prenne Casemiro. Parce que je trouve que ça rentre pas vraiment dans l'optique qu'ils avaient avec ce mercato estival là. C'est un peu dans le truc de c'est un peu contraire. C'est un peu contraire à ce qu'ils ont fait depuis le début en fait. On l'aurait plus vu arriver du coup finalement il y a quelques années quoi. Voilà. C'est ça parce que Casemiro il a quel âge? Il doit avoir 35-36 ans. Il est avancé quand même. Il a un âge avancé. Et puis un poste milieu où faut pouvoir tenir quoi. Mais après on voit il y a des 31 ans. Ah 31 ans Casemiro. Il fait vraiment partie des joueurs comme Thomas Müller, comme d'autres qui ont l'impression ça fait 15 ans on les voit et finalement ils sont toujours là. On va retourner du côté de Lyon les gars rapidement. Juste Cherki, qu'est-ce qu'on en fait? Ryan Cherki les gars, milieu de talent de l'équipe de Lyon mais qui lui je suis pas sûr qu'il veuille partir de Lyon puisque c'est son club de formation, c'est son club de cœur, mais il est très très décrié en ce moment et puis il a beaucoup perdu en cote, surtout cet été il était en vue au Paris Saint-Germain à des sommes un peu folles, mais là il a beaucoup perdu, je crois qu'il vaut plus que 10-15 millions à Lyon qui est prêt à s'en séparer pour 10-15 millions, ça annonce la couleur. Il a beaucoup perdu, il t'a annoncé à 40 millions je crois cet été en plus. Cherki qui est beaucoup décrit comme un joueur qui n'utilise pas pleinement qui a du talent mais qui n'a pas le cerveau, qui suit quoi. Donc c'est dommage pour Ryan Cherki, mais à voir effectivement si Lyon s'en sépare ou pas. Dans tous les cas là j'ai l'impression qu'il colle plus trop avec le système de jeu quoi. Non plus du tout. Et d'ailleurs quel système pour l'Olympique Lyonnais les gars? Du coup on s'en remet justement à lui pour créer des occasions et puis c'est plus compliqué quoi. C'est vrai mais dans tous les cas Lyon va sûrement être amené à changer d'entraîneur. Et peut-être après Noël, puisque j'ai vu que Pierre Sage avait été prolongé au moins jusqu'à Noël. Si on doit faire venir un entraîneur à Lyon, les gars, j'entendais parler de Sampaoli ou de Bruno Genesio. Qui est-ce qu'on fait venir? Surtout pas Bruno Genesio. Je pense que vraiment les supporters lyonnais, ils ont pas du tout envie de descendre en Ligue 2 avec Genesio à la tête de l'équipe. Sampaoli, par contre, ce serait intéressant, quoi. Mais après. Moi je sais pas si ça collerait vraiment avec l'image de l'OL. De toute façon, quel coach pourrait venir à Lyon et révolutionner l'Olympique Lyonnais? Je sais pas, Sampaoli peut-être, oui, c'est Riolo qui avait dit que ce serait intéressant de recruter Sampaoli. Sampaoli, je comprendrais pas trop, c'est un joueur c'est quelqu'un c'est un entraîneur qui fait beaucoup j'ai du caractère, voilà, et il irait chez le rival. Je comprendrais pas trop, mais je comprendrais pas trop non plus la direction. C'est difficilement pronosticable, un bon coach qui irait à Lyon, mais pourquoi pas Sampaoli? On verra, mais dans tous les cas, Lyon a besoin. Est-ce que Lyon a besoin d'un nouveau coach? Est-ce que Pierre Sage ne ferait pas le taf en intérim? Sachant que Pierre Sage c'est l'ancien coach des U19, donc il peut plus essayer autre chose avec de la jeunesse au sein de l'Olympique Lyonnais. Ça pourrait être intéressant vu la forme des cadres. Mais oui, de toute façon, pourquoi pas essayer, j'ai envie de dire. Après, je pense que s'il enchaîne les défaites, ce sera comme Pierre Grosso. On en a vu des entraîneurs en intérim qui avaient réussi à peu près faire le taf. Nantes, c'était le cas de Pierre Aristouille, par exemple. Bon, il n'avait pas fait non plus briller le FC Nantes comme ça, mais c'est vrai qu'après, il connaît les effectifs et les capacités de ses joueurs. Donc, moi, je dirais pourquoi pas. Je pense qu'il faut lui laisser sa chance, pas précipiter les choses, parce que actuellement là je vois personne vraiment pour prendre la place. T'as des coachs qui révèlent leur carrière finalement en prenant une intérim et puis ça marche bien et puis c'est comme ça qu'ils démarrent leur complètement. Et puis de toute façon là il y a le gros match contre Monaco, il y a le gros match complètement Franck Hayes. Je pense à Monaco la semaine prochaine, ça va être un gros test. Encore une fois après c'est des tests toutes les semaines pour Lyon, mais là ça va être je pense déterminant, peut-être si la direction lyonnaise n'a pas encore pensé à contacter des coachs, peut-être que ça va se faire par la suite. Ok les gars, on clôture cette petite partie mercato et on termine
notre Panenka numéro 4, avec les prévisions. Comme on était sur le bilan mi-saison, je vais vous demander de me citer chacun un club qui va se redresser, un club un petit peu en difficulté, qui va se redresser dans cette deuxième partie de saison. Et je laisse commencer Alexis. Un club qui se redresse en deuxième partie de saison, moi je verrais bien Lorient. Ouais. J'ai envie de voir Lorient parce que quand tu vois l'effectif qu'ils ont, je pense qu'ils ont la capacité. Je pense qu'en termes de Je t'ai mentalité. senti hésitant sur Lorient. Ouais, mais parce qu'en fait, je vois pas vraiment qui est-ce qui pourrait relever la tête de l'eau parce qu'il y en a qui sont rendus. Enfin, par exemple, je pourrais pas dire Lyon parce que c'est rendu tellement. Enfin, ouais je trouve Ah bas ouais, non, que. moi je pourrais pas dire Lyon. Ouais, tu vois. Ah ouais Donc, Non. moi, personnellement, j'aimerais bien voir Lorient et j'ai envie d'y croire aussi. Puis Parce ils ont que... un coach qui est pas inintéressant non plus. Ouais, je voilà, vois, puis même, il y s'il a continue, l'effectif, le coach, enfin, je pense que ça peut le faire en soi, Clairement. Lorient. Donc, Ok. j'ai bien envie de voir ce que ça a donné sur cette deuxième partie de saison. Après, voilà, pour moi, il n'y a vraiment pas d'autres clubs ou alors c'est juste que je les trouve pas vraiment en difficulté aussi. Donc ouais, moi, je verrais bien le Ok. FC Lorient. Ok, c'est Lorient. Camille, toi, tu penches plutôt pour Bon, qui je les ai mis en flop, mais je veux dire le Stade Rennais. 13e de Ligue 1 à quelques points de la relégation, mais je peux pas m'empêcher de les mettre dans le top 5, dans le top 5, non, dans le top 5, 6, 7 dans la deuxième partie de saison parce que tu as des joueurs, parce que C'est tu clair. as Rennes, il suffit pour moi d'un du électrochoc. budget. Hein. Bah oui, c'est ça, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Un électrochoc pour Rennes et puis ça repart quoi parce que c'est une équipe qui est tellement talentueuse que pour moi les mecs ils sont Ouais. juste là on a l'impression ils font juste grève quoi. Bah, quand tu les compares à des clubs à côté d'eux comme Montpellier, Toulouse, Metz, Mais ouais, franchement, ils sont c'est pas à pas leur cette place. catégorie-là. Ils sont pas à leur c'est- place. Ils sont Ouais, clairement pas à leur c'est place. pas être en plat. Ben moi les gars, vous pensiez pas à Lyon, moi je pense à Lyon. Voilà, j'ai envie d'y croire. Les Lyonnais. Ouais, bah, T'as bien raison. Les Lyonnais, c'est un club pour moi. Je me dis que s'ils font intelligemment les choses cet hiver, en recrutant les joueurs qu'il faut, en peut-être stabilisant un petit peu les choses en interne, il y a moyen, je dis pas d'aller chercher quoi que ce soit, mais au moins un maintien, ce serait déjà énorme et je pense que Lyon peut le faire. Donc voilà. Non, mais c'est entendable. Ouais, ça C'est entendable. Ça Qui s'entend. pour le coup ne tiendra pas? Qui est pour l'instant trop haut selon vous ou qui va finir en Ligue 2 ces jours de cette saison? Eh ben, moi, du coup, à l'inverse de toi, moi j'irais Lyon. Lyon, pour moi, va descendre en Ligue 2. Je les vois pas du tout remonter la pente dans laquelle ils se sont aventurés là. Donc, je pense que Lyon, ça sent bon la Ligue 2 pour la saison prochaine. Mais c'est triste parce que. Je suis pas forcément d'accord avec toi. Ouais, mais Ouais. je sais que je suis dur. Mais Moi, je les vois bien finir à aller 13e, un truc comme ça. Ouais, mais juste tu- au-dessus de la zone de Parce qu'en relégation. en fait, Lyon, dans une Ligue 1 comme celle de l'année dernière, ils auraient été directement condamnés parce que l'année dernière, il y avait beaucoup plus d'écart qui s'était créé Ouais. directement. Mais t'avais 20 équipes aussi. En fait, là, voilà, exactement. Là, si tu regardes cette saison, en fait, la Ils saison sont elle pas si avance loin, et Lyon, t'as l'impression qu'ils font n'importe quoi, mais ils restent toujours, C'est vrai que Ah, c'est fou ça. ils restent toujours à 5-6 points de places complètement correctes, comme la 14e ou truc comme ça. Donc en fait, on se dit, bah les gars, ils ont encore le temps de réagir. Et pareil, il suffit d'un. Bon, l'électrochoc, il va être un petit peu plus compliqué, mais quand bien même il interviendrait, bah, Lyon peut C'est vrai. faire l'exploit de se maintenir. ouais, après on verra bien ce que ça a donné dans cette deuxième partie de saison. Mais enfin, moi, j'ai tellement placé d'espoir en l'Olympique Lyonnais parce que c'est quand même un des clubs. Enfin, c'est un gros club. Tu vois, de la Ligue 1. C'est un cadre de la Ligue 1 Complètement. et là déjà de les voir 18e même maintenant. Pour moi, c'est déjà avoir perdu énormément de choses, quoi. C'est quand tu les vois maintenant, là, tu te dis, mais il s'est passé quoi en 2 ans pour que Lyon passe d'une équipe avec des cadres, une équipe pleine de confiance, à une équipe qui est 18e de Ligue 1. Complètement. Donc pour moi, ils ont déjà énormément perdu et mentalement, ça va juste les baisser plus qu'autre chose. Il y a eu la victoire ce week-end qui fait du bien, mais pour moi, ça va pas être suffisant. Ok. Qui tu vois, toi, Camille Bah, j'ai mis ceux qui sont juste au-dessus d'eux, puisque j'ai mis Clermont-Ferrand, 11 points. Donc juste au-dessus de Lyon, on a un point de plus, mais pour moi, ça va pas se sauver, puisque ouais. t'as trop de problèmes dans cette équipe. Je suis bien d'accord avec toi pour Clermont-Ferrand. Enfin, moi aussi. 9 buts, doit être une des pires attaques de Ligue 1. C'est la pire attaque de Ligue 1. Derrière, c'est pas vraiment mieux, 20 buts encaissés. Et puis, t'as pas ce truc, tu sens pas qu'il y a un potentiel de dingue pour le surlever. Et puis, même dans le comportement, c'est pas bon du C'est ça. tout. Tu sens un fossé qui se crée de match en match entre Pascal C'est ça. Gatien et ses hommes. Des, Non, c'est trop des compliqué. gros problèmes de discipline. Car clairement, ça prend des cartons rouges pour rien, que ce soit dans le staff ou dans les joueurs. Bon, vous allez peut-être me dire que ça compte pas trop, mais moi je trouve qu'on a un public aussi qui suit pas vraiment à Clermont. Bah, t'as le stade Et, déjà. on a un stade qui est. pas Voilà, enfin, encourageant, on, quoi. on a des supporters qui suivent pas vraiment. Je pense qu'ils essayent, mais c'est compliqué parce que Clermont, pour moi, ça reste un stade et des supporters niveau Ligue Bah, en 2. fait, t'as pas un moment où tu te dis ça, enfin, il n'y a pas de catégorie de leur jeu qui tu te dis oui, ok, là, ça peut marcher, C'est ça, tu vois. c'est ça. Défensivement, ils ont- ça marche pas, ils ont- c'est pas beau à voir jouer, il n'y a pas d'idée. Ils ont fait leur petite saison en Ligue 1, mais là, je pense qu'il va être temps de retourner goûter à la Ligue 2. En tout C'est cas, dur. c'est dur à entendre, mais en tout cas, si Lyon y va, je vois pas comment Clermont ne pourrait pas y aller. Ouais, moi, je vois Ouais. vraiment Clermont descendre. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est Mais, possible aussi. mais dans tous les cas, voilà. Moi, les gars, une équipe que je vois potentiellement finir encore plus bas, c'est Montpellier.
Ah ouais, ça va surprendre ce que je vais dire, mais surpris, ouais. Montpellier, c'est une équipe, je trouve, qui depuis quelques années s'en sort un peu trop bien pour ce qu'elle produit. Montpellier, c'est une équipe qui en fait, ne produit pas grand-chose, je trouve. C'est une équipe qui est abonnée à la 10e place, abonnée au milieu de classement, qui joue rien. Et je pense qu'à un moment ou l'autre, ça va finir par craquer. Et je trouve qu'il y a eu des signes déjà avant-coureurs en cette première partie de championnat. Je sens un Michel Derzakarian qui est très en tension quand on écoute ses conférences de presse. Il y a eu l'épisode avec Mamadou Sakho. On sent que même si pour l'instant on a peut-être eu que la petite partie de l'iceberg, mais en fait il y a peut-être beaucoup plus derrière et faut faire très attention. Je pense que Montpellier sont sur un fil et je pense qu'il faut faire très attention. Ouais, et puis en plus, dans les derniers matchs, c'est vraiment compliqué. Ils prennent 2 points en 4-5 matchs. T'es pas à l'abri que Derzac se fasse virer, que t'as encore des tensions en administratif. Après, moi, je trouve que Derzakarian, il aurait les épaules pour remonter tout ça. Derzakarian, moi, je pense qu'il aurait les épaules parce que même si c'est l'épisode qui s'est passé avec Mamadou Sakho, je trouve que maintenant, on n'en parle plus. C'est des choses qui... Voilà, on va de l'avant. Donc, en vrai, Michel Derzakarian, pour moi, il pourrait faire peut-être un petit peu améliorer les choses. Bon, après, c'est vrai que c'est vraiment le ventre mou à Montpellier. Voilà, c'est ça. Il y a une bonne communication pour moi à Montpellier. C'est sûr que voilà, ils essayent de bien enterrer les affaires, les choses comme ça. Mais pour moi, quand je vois qu'ils sont que à... Enfin, clairement, gagner un match et prendre leur place, quoi. Donc, faire très attention à Montpellier. Et puis, eux, ils ont quand même joué des équipes plutôt simples pour l'instant. Donc là, ils vont avoir des gros matchs qui vont arriver. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Mine de rien, ils sont à 2 points de la relégation. C'est ça en fait. Comme je dis, ça tape beaucoup. Et puis, par exemple, typiquement, ils sont juste derrière Rennes. Rennes, voilà, je me fais pas de soucis sur le fait qu'ils vont réussir à regrimper un petit peu. Montpellier, voilà, je vois les équipes qui sont devant, je me dis, ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud. Et même si Montpellier a été amené à se retrouver barragiste, c'est pas dit qu'en barrage, ça passe, quoi. Donc, attention à Montpellier. Voilà, je les enterre pas du tout, mais attention quand même. Est-ce qu'on a un Montpellier, Clermont-Lyon à la fin de la saison en relégation? On verra bien. C'est possible, mais moi en tout cas, si je dois donner 3 équipes qui se bagarrent effectivement pour leur place en Ligue 1, ce sera ces 3-là. Je suis d'accord avec toi. Ça m'étonnerait pas. Bon, les gars, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. C'était une Panenka en effectif réduit aujourd'hui. On n'était que 3, mais j'ai pas trouvé ça dérangeant, surtout pour une édition spéciale bilan mi-saison. Quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer. Du coup, ce sera la 16e journée de Ligue 1. On sera un petit peu plus normalement et on retrouvera un format un peu plus classique avec, on essaiera encore de mettre des duels ou des nouvelles rubriques même. Et puis voilà quoi, donc on vous dit dans tous les cas, quoi qu'il en soit, à la semaine prochaine. Et puis voilà quoi. Salut. À la prochaine. À la prochaine. Salut à tous.